souvent, les gens se comparent, aiment bien savoir qui s'entraîne le plus dur. Je dis souvent qu'il faut avoir mauvais fond pour passer les 300 kilos en soulevé de terre. Pourtant, t'as l'air tellement gentil. Moi, j'ai commencé le développé couché, j'avais approximativement 180. Et il y a pas longtemps, j'ai poussé 240. On n'est pas tous égaux devant l'adversité. Moi, j'ai déjà essayé de reprendre le culturisme après avoir testé longuement le crossfit. Et clairement, je suis arrivé à la salle, je m'ennuyais. C'est pas la même chose. Les jeunes d'aujourd'hui qui se foutent dans le culturisme sont vraiment sur le côté juste pour l'esthétique, juste pour la hype de dire vas-y, je vais être le meilleur sur les réseaux, le plus beau, le plus sec. L'Aerox, c'est fait pour des runners. C'est pas fait pour les gens qui maîtrisent les ateliers. Je n'aurais pas parié 1 euro dessus, moi. Je voudrais le dire quand même, je voudrais reconnaître que, franchement, on l'a pas vu arriver. Aller défier le crossfit comme ça et s'emparer d'une zone laissée pour compte, parce que clairement, l'erreur du crossfit, c'est de sous-estimer la compète loisir. Oui, et certes, l'Aerox a pris des gens sur le crossfit, mais c'est des gens, en fait, qui avaient des difficultés sur certains mouvements. On en parlait de l'haltéro. Ils sont partis dans l'Aerox parce que, ouais, je peux faire du rameur. Ah ouais, je peux courir. Bah oui, je sais courir. Tout le monde peut le faire, ça. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, on parle comparaison, crossfit, muscu, power, Aerox. Qui s'entraîne le plus dur? C'est parti. Avant de démarrer cet épisode, abonne-toi, partage, commente, like, soutiens-le, on en a besoin. Et je reçois aujourd'hui Jean-Étienne, Sao, Henri-Claude et Loïc. Merci les gars. Salut. Merci d'être là. Merci. Le fitness, l'entraînement en général, c'est énormément fractionné. C'est très très différent de ce qu'on a connu par le passé. Avant, c'était assez simple. Même si on avait un seul nom de fédé, la FFHMFAC, il fallait déjà avoir fait 50 power pour pouvoir prononcer le truc correctement. On avait tout qui était regroupé, mais même en regroupant tout, on était loin de la variété qu'on a aujourd'hui. On avait du culturisme, évidemment. On avait de la force athlétique, qu'on appelle aujourd'hui power, faut tout dire en anglais maintenant. Et puis quelques haltéros, beaucoup plus rares. Et puis de la muscu loisir, mais bon, qui naviguait un peu entre culturisme et force athlétique. Et puis d'un seul coup, la variété, l'explosion de l'entraînement fonctionnel qui inclut le crossfit, le Pilates reformer, le bodybuilding fonctionnel, on a aussi ça maintenant comme courant, versus les activités hybrides, c'est un peu la mode aujourd'hui, il faut être un athlète hybride. Malgré tout, la force athlétique qui reste très pratiquée, peut-être même avec une petite recrudescence. Le culturisme, un peu ringardisé pendant un moment, et puis qui revient par le biais des réseaux. Moi, ça fait 10 ans que je dis que ça va redevenir très, très, très à la mode, y compris dans la haute performance. Et donc, je trouve ça très cool qu'on soit tous autour de la table aujourd'hui pour rigoler un peu autour du sujet, parce que quand même, à un moment donné, la question, c'est qui pisse le plus loin. On a envie de se la poser comme ça. Alors écoutez, ce que je vous propose, c'est de commencer par le culturisme. On en est où du culturisme en 2025 ? C'est quoi aujourd'hui être culturiste en 2025 ? Je pense que ça a changé pas mal, c'est ce qu'on disait d'ailleurs avec Sao tout à l'heure. Le culturisme aujourd'hui, c'est devenu un peu aussi un effet de mode sur différents sujets là-dessus. Tout le monde veut se lancer dedans, mais sans trop être dedans non plus. Et tu vois, tout à l'heure, tu disais que ça va avoir une hype. Et moi, je pense l'inverse. Ouais. Tu vois. Que ça va déhyper. Ouais, genre on va plus sur un côté hybride. Et les mecs aujourd'hui, c'est ce qu'on disait bien tout à l'heure, c'est vraiment que les jeunes d'aujourd'hui qui se foutent dans le culturisme sont vraiment sur le côté juste pour l'esthétique, juste pour la hype de dire vas-y, je vais être le meilleur sur les réseaux, le plus beau, le plus sec, celui qui va être le plus attirant, mais pas forcément aller jusqu'à de la compète et faire ce côté-là, tu vois. Pratiquer uniquement pour le résultat esthétique, pas pour les méthodes, pas pour les sensations, pas pour le chemin de performance, pas pour devenir dessiné mais aussi fort, parce qu'on oublie de le dire, mais les culturistes sont des gens très forts. C'est pas sur les 3 mouvements aussi forts que les forces athlétistes, donc c'est vraiment leur job. Mais toi, ce que tu dis là, c'est qu'en fait, il y a une tendance esthétique tous azimuts et que quand on va revenir de ça au profit des disciplines hybrides, ça va déhyper, c'est ça que tu veux dire? En fait, ouais, pour moi, en fait, autant avant, forcément, le culturisme, c'est de l'esthétique, ça, il n'y a pas à dire là-dessus, c'est sûr. Mais les gens, en tout cas, je suis assez jeune, donc on va dire que c'est plus le côté extérieur que je vois aujourd'hui, c'est plus en mode, avant, c'était vraiment une hype, en mode, c'est le body, c'est le culturisme, il y a tout un chemin, il y a toute une prépa, il y a une finalité avec... culture. Voilà, il y a tout ça, tu vois, qu'aujourd'hui, c'est vraiment en mode... plus tourné sur les réseaux et vraiment le côté physique, et donc plus vraiment cet aspect compétition et finalité. Mais ça, c'est mon avis. Les autres, ce qu'ils en pensent. Après, moi, je suis vraiment d'accord avec lui. Je pense que l'image du body et du culturisme il y a eu une bonne image. Mais je pense qu'avec les nouvelles disciplines, maintenant, aujourd'hui, ça a été... je pense que c'est assez ringard, on va dire. Le mot est un peu fort, mais c'est assez ringard. Les gens ne veulent plus prendre de risques, ne veulent plus être juste dans l'esthétisme. Parce que moi, j'ai beaucoup parlé avec beaucoup de personnes, et je pense que, après, je faisais de la compétition avant, j'ai beaucoup parlé avec des gens, et je pense que le culturisme va
petit à petit en fait s'estomper pour être amené à parler à d'autres disciplines. Alors, est-ce que du coup, s'il s'estompe, est-ce que pour autant, du coup, il se ringardise ou se marginalise? Est-ce que peut-être, et c'est dans ce sens-là que je le disais tout à l'heure, c'est il va se réhyper en devenant quelque chose de beaucoup plus transversal. Moi, je le vois dans des comptes comme Marcus Filly, par exemple, que vous connaissez forcément, qui nous regroupe un petit peu autour de cette table, parce que Marcus Filly, champion de CrossFit, qui développe depuis quelques années le bodybuilding fonctionnel, donc en insistant sur la prise de masse et sur les méthodes bodybuilding appliquées à des mouvements fonctionnels. Est-ce que finalement, en voyant ça, ou l'éruption de plus en plus de méthodes culturistes dans de la préparation physique pour des sports à catégorie de poids, je pense au MMA, je pense même d'autres sports de combat comme le rugby, est-ce que dans le fond, finalement, tout ce savoir-faire hyper fin des culturistes dans certains secteurs, comme le changement de catégorie de poids, comme le changement de profil physique, est-ce que ça peut pas finalement renaître de ses cendres et se répandre même à des sports cousins comme le CrossFit par exemple? En gros, ce que tu veux dire, c'est que par exemple, les méthodes du culturisme, on va les utiliser, mais dans d'autres thématiques. Ouais, c'est exactement ce que je veux dire. Si, puisque je vais prendre l'Aerox en exemple, tu dois être performant, donc sur de la course, sur du cardio, mais aussi de la force. Tu pousses des charges, tu tires des charges, donc forcément, c'est bien de t'entraîner. Mais je pense qu'il ne faut jamais le négliger, tu as aussi une partie de diète, et donc forcément ça ne va pas être peut-être de la prise de masse et de la sèche, mais tu vas forcément toujours tirer du culturisme par rapport sur certaines méthodes. Tu vois. Moi je pense que de toute façon on est au CrossFit, au départ c'était un petit peu la guéguerre, la musculation, tout ça, et je pense qu'on y est venu, puisque dans les programmations maintenant on a du renfort du culturisme en fait, de la musculation. C'est super important en fait pour justement tenir dans les phases de WOD. Si on n'a pas de renforcement musculaire dans notre discipline, forcément, en fait, c'est ta base. Ça casse, quoi. C'est la base. Et ça va revenir. Je pense que c'est l'effet de construction. Donc, on part du culturisme pour se spécialiser dans un sport un peu plus personnel. Mais la base, c'est renforcement musculaire, diète, sommeil, etc. Donc la base du culturisme. Ouais, en fond, c'est quoi le culturisme? C'est ça aussi qu'il faut se poser comme question. Il y a le culturisme compétitif, en slip, en tan, machin, avec posing, etc. Donc ça, c'est une forme de pratique du culturisme. Il y a le culturisme, pour moi, en termes de méthodologie d'entraînement, avec un énorme S à la fin, parce que c'est quand même sans doute une des disciplines les plus riches en termes de chemin de prépa. Et puis, il y a la musculation loisir, mais qui, dans le fond... utilise ces méthodes-là, poursuit des objectifs non compétitifs, certes, mais quand même à expression de forme. Et, comme tu le disais, à la fin, le but, c'est d'être le plus beau possible. Donc, dans le fond, est-ce que c'est pas la partie compète du culturisme qui est en train de se marginaliser un petit peu, et par contre, la partie pratique qui est en train de se répandre un peu partout? De toute façon, c'est la base, ce qu'on disait, c'est la base de, je pense, tout sport, entre guillemets. Alors après, on connaît beaucoup de gens qui se mettent au CrossFit ou à l'Aerox depuis les sports de force. CrossFit attire aussi des runners, Aerox attire aussi des runners désormais. Est-ce que vous connaissez dans votre environnement des culturistes qui sont devenus des pratiquants de CrossFit ou d'Aerox? Moi, je peux parler de mon cas, puisque moi, je suis un master de 55 ans. J'ai commencé par la musculation à l'âge de 25 ans, 24 ans, et j'ai pas lâché la musculation pendant 20 ans. Et en 2010, 2011, j'ai découvert le CrossFit. Et là, ça a changé complètement parce que je m'ennuyais un petit peu dans la musculation. Au bout de 20 ans, t'as amené de la variété. Salle, voilà, il me fallait de la variété en fait. Donc, je suis arrivé dans moi en ayant un passé pas de culturiste, mais j'avais déjà essayé. Culturiste loisir, disons. Voilà, culturiste loisir, mais plus, parce que j'étais vraiment accro à la musculation. Pas d'expérience haltéro à ce stade? Si, j'avais une expérience, parce qu'à 15-16 ans, en lycée, je me suis inscrit au club d'haltérophilie. À l'époque, j'étais en Franche-Comté, et j'avais fait 2 ans d'haltérophilie. Donc déjà, j'avais un petit passé quand même de 2-3 ans à la liste qui m'a permis de m'aider un peu dans le CrossFit. Plus la musculation pratiquée pendant 20 ans. Et je pense que ça a été vraiment un peu ma force pour arriver en CrossFit. Ça m'a énormément servi, quoi. Dites-nous en commentaire si vous venez du culturisme et que vous êtes mis à ces disciplines hybrides, si vous êtes devenu un athlète hybride, ça nous intéresse et on interagira avec vous avec grand plaisir. Est-ce que vous, dans votre pratique quotidienne, donc du coup, tu es beaucoup baigné dans le culturisme, toi, tu es toujours énormément dans le milieu de la force, est-ce que vous voyez des défections, des gens quitter vos rangs pour devenir des athlètes hybrides et faire de l'Aerox ou du CrossFit? Moi, j'ai des gens qui font de la course. Donc, ils ont carrément switché. De l'Aerox, c'est un peu plus rare. Ils ont arrêté la force. Ils ont arrêté la force pour faire de la course, pour se spécialiser dans un autre sport. Je connais un champion de bench qui a fait ça, qui est devenu
qui est devenu vraiment runner. Il a complètement changé, il a fondu complet, vraiment, il fait plus que du long en plus. Ouais. Après, il y a beaucoup d'aspects qu'on fait que du bench, de vouloir faire d'autres sports, voire autre chose. Parce que faire du bench tous les jours, bien sûr. C'est complexe. Et je pense que c'est ces sports-là qui permettent d'évoluer au sein du sport. Changer, ouais. Bah, c'est ce que j'allais dire. Je pense que tout le monde en connaît, puisque, comme tu viens de le dire, que ce soit la musculation basique ou même le culturisme et tout ce qui va être force, choses comme ça. Le CrossFit, je connais pas trop, mais on est vraiment sur des choses basiques. C'est-à-dire qu'on a notre programme sur 5 jours de moyenne, 4 à 5 jours. Donc en fait, on tourne en rond dans une salle de sport, c'est toujours pareil, c'est toujours comme ça. Donc je pense que ces disciplines comme l'Aerox ou la course amènent justement à se diversifier. Et peut-être c'est pour ça que les gens changent, parce qu'ils en ont marre. En tout cas, moi ça a été mon cas. J'ai fait de la compète, j'ai testé, j'ai eu l'expérience. Après, j'ai fait de la muscu pendant 8-10 ans. C'est pareil, à force, c'était en mode cool, c'est toujours la même chose. Je veux un petit peu de changement. Et je pense que c'est pour ça aussi que les gens changent et testent autre chose. Alors on parle souvent de ces changements-là. Moi, j'aimerais vous interpeller sur le phénomène que j'appelle en marketing le phénomène Apple Watch. Quand Apple est arrivé il y a presque 10 ans maintenant sur le marché des montres, tout le monde a flippé. Tout le monde s'est dit « Oh là là, mon Dieu !» Tous les conservateurs horlogers suisses se sont dit on va perdre le marché, quoi. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a plein de gens qui portaient pas de montre, qui sont retrouvés à porter certes des Apple Watch, et puis peu à peu à s'initier à des plus belles marques. Donc on s'est retrouvé à voir Omega et Rolex qui en ont tiré profit, pour citer que. Est-ce que, ma question est la suivante en fait, est-ce que, comme j'ai en tête 2 personnes qui sont dans ce cas-là, qui envisagent de se mettre au culturisme en étant rentrés dans le fitness par la case Aerox, Elisa, Fred, si vous me regardez. Est-ce que finalement, le fait d'évangéliser comme ça à tour de bras à l'entraînement physique, parce que c'est ça en réalité, et l'Aerox va encore plus loin que le CrossFit quelque part, puisque c'est plus abordable. Est-ce que finalement, sur cet ensemble-là énorme, cette déferlante, est-ce qu'on va pas tirer peut-être plus de pratiquants culturistes ou même force athlétistes ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, franchement, je pense pas. Je pense que ce serait plus facile pour quelqu'un qui fait du bodybuilding ou du culturisme d'aller vers l'Aerox, parce que comme il a dit tout à l'heure, ça devenait trop répétitif, trop redondant. Mais quelqu'un qui part de l'Aerox pour aller sur du culturisme, non. Je pense que cette personne, pour ma part, s'ennuierait beaucoup. Parce que je pense qu'au niveau de la préparation Aerox ou même, je crois, CrossFit, il y a beaucoup de choses qui diffèrent. Ça veut dire qu'il y a les programmes, c'est pas la même chose. Ça change tout le temps. Alors que je pense que le culturisme et le fitness, c'est très restreint. C'est toujours les mêmes bases. Alors que le CrossFit, le culturisme, quand même, toi, t'as vécu, si t'as fait de la compétition, c'est ton cas, t'as vécu des méthodes d'entraînement extrêmement variées aussi. Pour le coup, la richesse arrive par des tempos, des changements, tout un tas d'exercices et de variantes, des régimes de contraction, des méthodes de drop set, il y a quand même énormément de choses. Ça, tu penses, ça n'arrive pas à contrebalancer l'euphorie des feux follets du CrossFit Pour moi, je pense pas. C'est différent. Ouais, vraiment différent. C'était vraiment différent. Je dirais au niveau du dynamisme, de l'énergie que tu mets, que tu fournis sur un entraînement pur. Le fait de courir partout, de porter des poids, d'être dans ta dynamique. Et culturisme, être vraiment en hypertrophie, donc de cibler un muscle, d'être concentré dessus, de passer du temps, je pense que c'est pas la même chose. Non, je pense que les gens ne feront pas cette bascule en fait, parce que c'est, comme tu dis, c'est cet effet de dynamisme, cet effet de changement constant en fait, on c'est jamais la même séance, et les gens ils viennent, ils aiment ça, et je pense qu'ils n'arriveraient pas à partir sur de la musculation. C'est-à-dire que la musculation est plus austère et peut-être plus difficile à pratiquer dans le long terme ? C'est pas forcément ça. Non, parce que je pense que, comme on dit, ça restera une base. Ça restera une base avec des bonnes techniques, la bonne méthodologie. Mais moi, j'ai déjà essayé de reprendre le culturisme après avoir testé longuement le CrossFit. Et clairement, je suis arrivé à la salle, je m'ennuyais, c'était pas la même chose. En fait, que tu fasses pour moi un développé couché avec un tempo ou alors avec un superset ou que tu l'enchaînes avec autre chose. Enfin bref, certes, t'as plein de manières de faire ton développé couché, mais ça reste un développé couché. Après, c'est à mes yeux. Que d'ailleurs, si tu vas sur de l'Aerox ou du CrossFit, c'est vraiment genre... t'enchaînes, tu changes, Ouais, mais finalement, ça tourne autour d'une poignée d'exercices. On peut te rétorquer que faire toujours... Moi, c'est ce que je dis, respecte tous les crossfitters. L'Aerox, c'est souvent la même chose. En fait, c'est sûr. Je crois que c'est qu'après, l'Aerox qui fait la différence, c'est le run. C'est ta façon de courir. Et c'est là que tu vas gagner du temps. Après, ce qui est dommage, c'est que les exercices soient toujours les mêmes. Alors qu'en CrossFit, on a tellement de variétés de mouvements qu'on
Alors, je pense que l'Aerox, on s'ennuie pas parce que, effectivement, il y a beaucoup d'exercices, mais ça sera toujours les mêmes. Mais ça peut être redondant à un moment. C'est exactement ça. Je pense que l'Aerox, sur vraiment du long terme, prendra le même chemin que le culturisme. Donc au niveau des exercices, mais au niveau de la redondance. Après le CrossFit, je pense qu'il reprendra sa place avec du temps. Parce que le CrossFit, c'est tout le temps de la surprise, tout le temps des nouveaux WOD, c'est tout le temps de la nouveauté. Donc on verra par la suite. Mais je vous entends, hein, mais sur l'Aerox, si on estime que ça devient un sport à part entière, au même titre que la force athlétique, Je suis pas convaincu. ou que le triathlon, le triathlon, c'est toujours les trois mêmes exercices aussi. Qu'est-ce que ça change par rapport Après, je pense que tout sport a sa hype aussi. Oui. Genre, Pour moi, le triathlon, on peut partir. C'est un mauvais exemple, le triathlon, parce que moi, je pense que l'Aerox, c'est vraiment, vraiment, vraiment pour les runners. Donc, si y avait un changement au niveau du poids, que ce soit en pro ou, je sais pas moi, en open, là, on pourrait parler. Mais je sais que ça va s'estomper aussi Ouais, par c'est une la hype. suite. C'est C'est la même chose. chaque sport a sa hype, je pense. Mais il y a les sports basiques qui resteront toujours là et auxquels on reviendra forcément à un moment donné. Mais chaque sport, pour moi. C'est vrai que c'est peut-être un petit point faible de l'Aerox sur le long terme. Je vois où tu veux en venir, parce qu'effectivement, le fait de, à un moment donné, donner la main à un profil qui est moins hybride que les autres, finalement. En pro, quand même, les charges sont ce qu'elles sont, hein, donc il faut quand même s'envoyer. Mais enfin, je suis d'accord avec toi. Aujourd'hui, la clé, si t'es vraiment trop altéro, t'es pas invité quand même. Il vaut mieux être, à choisir, il vaudrait mieux être runner, quoi. Mais ça peut se rééquilibrer par le règlement en cours de route aussi. Il peut y avoir à un moment donné des catégories de poids. Il y a tellement de monde qui pratique qu'il peut se passer beaucoup de choses encore. Ouais, les règles peuvent changer après, à voir, parce que voilà, ça reste aussi un début, je pense, l'Aerox. Donc, à voir aussi de comment ça va évoluer. Ça, c'est sûr. Bon, en tout cas, pour l'instant, c'est spectaculaire. Comme on disait tout à l'heure, pour l'instant, c'est spectaculaire parce qu'il y a les caméras aussi. Je n'aurais pas parié 1 euro dessus, moi. Je voudrais le dire quand même. Je voudrais reconnaître qu'il y en a plein qui sont « Ouais, moi, j'ai vu venir. » Moi, j'ai rien vu venir du tout. Franchement, On n'a pas vu arriver. aller défier le CrossFit comme ça et s'emparer d'une zone laissée pour compte, hein, parce que clairement, l'erreur du CrossFit, c'est d'avoir sous-estimé la compète loisir. Bravo. En plus des Allemands. Impressionnant. Donc, ok, c'est hyper intéressant comme débat. On verra dans les années à venir ce que ça nous réserve. Je reviens un tout petit peu sur notre thème. C'était pour donner un peu de contexte, évidemment, un peu de matière à cet épisode. Aujourd'hui, on a ces modalités d'entraînement fitness qui sont extrêmement fractionnées. On voit bien que le crossfitter n'est pas du tout le même profil d'athlète que le force athlétiste. Et donc, souvent, les gens se comparent, aiment bien savoir qui s'entraîne le plus dur, qui est l'athlète le plus abouti. On prend 3 secondes pour parler de tes charges. Hein, tes charges d'entraînement ou tes perfs max si tu veux. Donc bon, toi t'es un vrai performeur. Ouais. Je dis souvent qu'il faut avoir mauvais fond pour passer les 300 kilos en soulevé de terre. Pourtant t'as l'air tellement gentil. Ouais. Bon, après, on va dire, le power, c'est la quête du pouvoir. On va appeler ça comme ça. C'est pas mal. Tu parles Je te la prendrai cette punchline. Ouais. Oh, c'est beau ça. Tu pars sur un total basique et ta quête, c'est d'arriver le plus loin possible. Mais c'est une quête personnelle. Donc, en soi, c'est toi contre toi. Mais ça peut aller à un niveau démesuré. Moi, j'ai commencé le développé couché. J'avais approximativement 180. Et il y a pas longtemps, j'ai poussé 240. On n'est pas tous égaux devant l'adversité. Ouais, Dites-nous en commentaire à combien était votre première barre de coucher, si vous en rappelez, ça m'intéresse. Et sur tous les mouvements. Après, en termes de charge d'entraînement, moi j'ai pas mal de blessures, donc j'ai pas pu évoluer comme je l'aurais voulu, malheureusement. Mais je m'en sors assez bien. C'était quoi ta première barre de coucher à toi? Tu t'en rappelles? Moi, c'est quand je faisais du football américain, j'étais à 120. Ouais, 120. C'est une belle entrée en matière. 120. C'est foutu, il y a des sacrées qualités athlétiques. Ouais. Hein, j'ai un réel qui a bien cartonné sur Instagram, si vous voulez aller le voir, c'est quel sport saute le plus haut. Et je mens dedans. Je mens parce que je dis ce qui m'arrange. Je dis que c'est les haltérophiles. Et je l'argumente avec plein de patterns. Et je pourrais sortir des chiffres, etc. Mais les vrais chiffres, ceux que j'ai de manière transversale des années où je faisais de la mesure et où je pouvais capitaliser de la donnée, c'est de loin les footballeurs américains qui ont les meilleures données en détente sèche. C'est pas les basketteurs. Les basketteurs peuvent sauter potentiellement plus haut parce qu'ils sont plus grands. Toucher plus haut. Ils touchent plus haut, mais ils sautent pas plus haut. Tu vois ce que je veux dire? En termes de détente, quoi. C'est ça, la détente pure et les niveaux de puissance qui sont atteints sur de la puissance. Même une référence comme Luke Sayojun en haltéro, hein, qui est le Roger Federer du coin, en fait, il est largué par même le top 30 foot US. Donc c'est pour ça que ça m'intéressait d'avoir ta perf. Vous vous rappelez des votes, les gars? Ouais, j'étais vraiment un gringalé quand j'ai commencé. C'est pas grave. Franchement, j'ai jamais été très barre, donc du coup, je pense que je te dirais un truc comme, 70 kilos, tu vois. Ouais, mais c'est ça. Moi, ma première barre, c'était 75. Mais quand on a commencé. Commencé. Bas, hein.
Oui. À 100 moins même. Ouais, même moins que ça. Ah ouais. J'ai dû commencer à 80. Ah oui, Ah, moi, c'est pour ça que je dis 60, tu vois. Ah oui, Ah ouais, donc plus c'était bas. pas ton entrée en matière la première C'était séance. mon entrée avant de rentrer dans le power. Ok. On va appeler ça comme ça. Quand t'es devenu un tout petit peu spécialiste, Ouais, tout de voilà. suite, C'est ça. t'as... Transition. Bon, en fait, je suis arrivé à 180 et il y avait une limite où il me fallait un coach pour aller pousser beaucoup plus haut Eh oui, parce qu'il bah y oui. avait trop d'aspects. La force est l'aspect une qualité technique. technique. Oui. Bien sûr. C'est ça. Super. Alors c'est drôle parce que aujourd'hui, ce que je constate, donc moi, vous savez, je viens de la préparation physique, et donc en prépa physique, on est particulièrement sujet aux tendances parce qu'en fait, on cherche à matcher un objectif de discipline, et donc on va venir s'inspirer de tout ce qui se fait, et puis de toute façon, on est à la merci des infrastructures. Donc fatalement, quand le CrossFit arrive, boum, l'haltéro revient en force. Quand la force athlétique reprend du poil de la bête, boum, on reparle du Big 3 dans tous les sens. Vous l'entendez partout là en ce moment, le Big 3 par-ci. Bah, vous êtes en train de redécouvrir le squat, le soulevé de terre et le bench. Vous êtes sérieux là? Et donc c'est là que je me rends compte qu'il y a quand même des phases intenses de mode, et j'ai l'impression quand même que le power, en ce moment... enfin, je sais pas si c'est mon Instagram et mon algorithme à moi, mais j'en ai jamais vu autant, moi. Parce que je pense que le niveau devient démesuré à l'international. Ouais. Et il y a de plus en plus de gens qui s'y mettent. Il y a de plus en plus d'influenceurs qui étaient à la base body, qui switchent sur du power, qui ont obtenu un très gros niveau au fur et à mesure des années. Et au final, ça fait un phénomène incroyable. Et puis, c'est rentable, je trouve, la force athlétique. Là, pour le coup, ça va à l'encontre de ce qu'on était en train de dire tout à l'heure, hein, puisque c'est pas très varié. Hein. Oui. Mais bon, en 3 mouvements qui sont quand même riches en sensations, riches en repères, on fait beaucoup. Quoi. Vous en pensez? Ouais, non, c'est Dans la sûr. crise de temps qu'on a aujourd'hui, le besoin de vieillir fort et finalement de s'entraîner sur des doses qui sont pas forcément hyper... Donc parfois, peut-être que l'efficacité peut aussi nous surprendre dans la popularité de la pratique. Maintenant, si j'en viens au CrossFit, bon là, il ramasse un peu en ce moment parce que Hyrox, Ouais. ok. En plus, je trouve que CrossFit, la marque, réagit pas très bien de bannir les gens, de se braquer un peu. On dirait les câbles opérateurs quand Netflix est arrivé. Le mec, on va garder les clients, on leur interdit de partir. Du coup, moi, je vois des box de CrossFit où j'ai mes écoles de coach qui sont implémentées. Ils rayent CrossFit. Enfin, on n'aurait jamais imaginé ça il y a... Ouais, je pense qu'ils sont dans une phase un peu délicate, mais ça n'empêchera pas les gens de partir. Oui, ceux qui partent, je suis d'accord, mais je pense que les gens qui sont accros au CrossFit restent au CrossFit, peu importe s'ils sont encore affiliés ou pas affiliés. Il reste encore de nombreuses box. Et je pense que, non, oui, certes, l'Hyrox a pris des gens sur le CrossFit, mais c'est des gens, en fait, qui se retrouvaient pas dans le CrossFit, qui avaient des difficultés sur certains mouvements. On en parlait de l'haltéro, qui est un mouvement quand même, c'est des mouvements qui sont vraiment techniques. Eh oui. Et c'est vrai que ça peut démotiver certaines personnes qui arrivent dans le CrossFit, qui se disent l'haltéro c'est compliqué, la gym c'est compliqué, ça demande beaucoup de temps pour apprendre des mouvements, peut-être Pour certaines personnes, pas tout le monde. Ouais. et qui sont partis dans l'Hyrox parce que ouais, je peux faire du rameur, ah ouais, je peux courir, bah oui, je sais courir, ah ouais, je peux faire des fentes marcher, je peux faire... Tout le monde peut le faire. Ça. Ouais, là, l'Hyrox, ça a été ouvert à plus de personnes. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens du CrossFit qui sont partis. L'accessibilité, ouais. Voilà, Aujourd'hui, t'as monsieur, madame, tout le monde qui se met au... Et puis en CrossFit, on se qualifie sur des compétitions, il faut se qualifier. La plupart du temps, il faut faire des qualifs, il faut réussir les qualifs pour partir sur des grosses finales. Alors que là, l'Hyrox, bon, il y a des files d'attente interminables maintenant, mais pour s'inscrire. Mais bien sûr. Le côté événementiel a été complètement sous-estimé par CrossFit. Voilà. Alors pour prendre le contre-pied de ce que vous disiez tout à l'heure sur le côté, je me fais un peu l'avocat du diable pour animer un peu le débat, mais sur le côté un peu rébarbatif de certaines disciplines avec moins de variété, moins de mouvements, moins de surprises. Quand même, il y a quelques chiffres. Depuis la naissance du CrossFit aux États-Unis, la fédération américaine d'haltérophilie a augmenté de plus de 30% son nombre de licenciés. Donc on voit quand même autour de nous, je pense que vous en connaissez aussi, des gens qui se sont mis au CrossFit, qui n'auraient jamais fait d'haltéro, qui finalement sont... Alors c'est plutôt des doués sur l'haltéro, c'est plutôt des gens qui sentent le mouvement assez vite et qui n'ont pas besoin de 3 ans d'apprentissage pour arracher. Mais quand on a ça, et bah du coup on se rend compte qu'on peut faire ça longtemps et finalement assez facilement, surtout si on est sur des charges avec un peu de réserve sous le pied, etc. Que les circuits lactiques en boucle 3 fois par semaine, dégueulés dans la salle de CrossFit gelée, en vieillissant on peut lâcher c'est vrai un peu que le déjà truc. l'haltérophilie c'est une belle discipline qui a été un petit peu mise un petit peu à l'abandon avant le CrossFit, et c'est vrai que le CrossFit a vraiment fait redécouvrir cette belle discipline qui est la pureté du mouvement, d'une levée de charge sur un snatch, Bah déjà sur grâce au un
CrossFit, on a eu des belles pompes d'haltéro. Je voudrais quand même. Ouais, ça aussi. Avant ça, on a des sabots abominables. Les bonnes lifters, maintenant, c'est vrai que. Non, elles sont cool, elles sont vertes fluo, c'est sympa. Je pense que ça a été. Sao, toi, tu t'es mis au CrossFit, tu t'as dit, donc après le culturisme. Exactement. Et ton apprentissage de l'haltéro, ça a donné quoi? Franchement, c'était super dur. C'était vraiment. C'était très grand en plus, donc c'est vrai que. Très grand. Et, la barre est basse. Ouais, voilà. Et j'ai trouvé vraiment tous les mouvements techniques. Donc c'était beaucoup de théorie. Et après venait la pratique. Et j'ai vraiment beaucoup galéré au début. Ok. Tu avais appris à l'époque du foot US ou un peu, ou t'as découvert avec le CrossFit? Justement, c'était juste après le foot US, juste après une blessure en fait. Ok. Et du coup, j'avais décidé de me mettre au CrossFit, d'apprendre un peu les bases. Et on m'a dit on va commencer avec l'haltérophilie. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas. Et là, j'ai coulé. Ouais. Première séance, T'étais pas un naturel. Je me suis dit c'est pas possible, c'est trop dur. C'est incroyable. On t'a enseigné quoi comme mouvement haltéro? Il y avait le snatch. Ouais. Donc t'as commencé par l'arraché. Okay. Ouais, l'arraché. Plus dur. J'ai jamais vu ça. C'était incroyable. Super dur. J'ai pris du temps en fait à apprendre ce mouvement. Ouais. Et puis voilà, après. Après, t'es venu à l'épaulé ensuite. Exactement, ouais. Ok. Mais après, j'ai pas fait des grosses charges. Hein. Non, comme un. Parce que déjà, les mouvements me paraissaient. Enfin, c'était impressionnant pour moi quand même. Tu vois. J'allais dire comme un crossfitter qui est de toute façon 30% en dessous de ses PR tant qu'il a pas poussé la porte d'un club d'haltéro. Est-ce que une fois que t'as maîtrisé ce répertoire gestuel-là, est-ce que t'as pris plaisir? Ou est-ce que ça restait un peu une tannée? Non, franchement, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé l'haltérophilie, le CrossFit. Après, je me suis dit, je pourrais pas être amené à faire des compétitions sur du long terme. Bah non. Parce qu'au niveau des, on se blesse quand même, des grosses blessures. Je m'étais blessé, je me rappelle. Et du coup, je me suis dit, non, c'est un peu trop technique, sachant que je devais reprendre juste après le football américain. Donc, je me suis dit, non. Et depuis, t'as gardé de l'haltéro dans ta vie ou pas? Non, j'ai arrêté. J'ai arrêté. Okay. Peut-être que je maîtrise les mouvements, mais pas les mêmes charges. Un des leviers de développement de l'Aerox, encore une fois, ça a été de sacrifier ça. On le voit sur les formations d'État aussi. L'haltéro avait été imposé dans les derniers BPGEPS en test de validation. Et c'est en train de reculer sur la prochaine écriture du texte. Il y aura encore de l'haltéro dans les formations de coach, de futurs coachs, mais ça va être énormément réduit. C'est en train de disparaître des CQP aussi au niveau des tests d'entrée. Bon, ça institutionnellement, l'haltéro recule un peu. Toi, t'en as fait un petit peu d'haltéro? Pas du tout. Pas du tout, jamais. Haltéro, tu parles de snatch, etc. Ouais. Bon, franchement, pour les jeter, j'ai déjà essayé de visuel, mais pas du tout. Ce que je disais en intro, que les plus jeunes de nos auditeurs savent pas, c'est que pendant longtemps, la Fédé était unie autour de haltéro, force athlétique et culturisme. Et du coup, c'est trois mondes complètement différents, alors que pour le commun des mortels, parfois ils utilisent l'un pour l'autre en appellation. En voyant un mec en slip, ils disent il fait de l'haltérophilie. Les gens mélangent tout. Ouais. Et alors que c'est vrai qu'il est assez rare de voir un force athlétiste se mettre à l'haltéro, par exemple. Alors qu'effectivement, CrossFit déborde beaucoup sur l'haltéro, ça c'est sûr. Culturisme, manifestement, arrive assez souvent à de l'hybridation. Maintenant, la question, c'est quelle va être la porosité de l'Aerox vers les autres disciplines? Je pense pour moi que sur du long terme, je pense que les gens qui ne réussissent pas l'Aerox pourront partir sur du CrossFit. Parce que c'est vraiment... oui. Alors que moi, j'avais l'impression que c'était plutôt des gens qui n'arrivaient pas à faire le CrossFit qui faisaient l'Aerox. Non, parce que l'Aerox, en fait, c'est vraiment... Si on commence à faire 2-3 compétitions, on commence à comprendre, même aussi au niveau des entraînements, on commence à comprendre que c'est pas au niveau des ateliers qu'il faut travailler, c'est au niveau du run. Et je pense que si on est très très bon au niveau des ateliers, je pense qu'on peut se débrouiller sur du CrossFit. Clairement. L'Aerox, c'est fait pour des runners. C'est pas fait pour les gens qui maîtrisent les ateliers. Même si on est très très bon au niveau des ateliers, on peut pas... Ah oui, clairement, c'est sur le run que ça se gagne. Moi, je l'ai vu avec ma copine qui, elle, a fait un Aerox, qui pourtant est très fine et n'a pas forcément travaillé les exercices. Et vu qu'elle run, elle a géré son Aerox. Et même moi, j'étais choqué. Et c'est là que tu comprends vite, comme il a dit, que maîtrise le run, t'arriveras à un Aerox. Après, encore une fois, elle l'a pas fait en pro aussi. Non. Parce que dès que tu montes en pro, évidemment, la part run reste prépondérante. J'en suis convaincu. Enfin, l'enchaînement des charges. Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est manger du sled. Comme tu l'as dit, c'est vraiment ce côté où, dans tous les cas. En fait, c'est du run sous fatigue. Voilà. C'est du run. Et du sled sous fatigue, d'ailleurs. Par exemple, le dernier Aerox Paris, celui qui a tapé le deuxième record, qui était de 57 minutes, je crois. Il n'a jamais fait de CrossFit, jamais fait, non. C'est juste un mec qui a fait du semi-marathon et du marathon. Il avait une allure de 3,18. Et le mec, au niveau des ateliers, il galérait.
mais il a tapé un record. Ah, mais vu que le run est une grande partie en fait de la il se refait le. Il a galéré, il avait une allure Il grade je ne sais combien de temps en fait sur le run. Ouais. Et vu que c'est une question de temps, du coup, et qu'on est qu'au début des records qui tombent, je pense que ça va accélérer fort. Je me demande jusqu'où ils vont aller. Franchement. Ok, bon, à voir dans les années à venir quelle sera l'éventuelle porosité. Si ça se trouve, ils partiront vers le run pour de bon. Peut-être que ça restera là. Peut-être que c'est un soufflet qui va retomber. En tout cas, on en revient un peu à notre sujet. Qui s'entraîne le plus dur dans tout ça? Ok, il y a du plus ou moins austère, il y a du plus ou moins fun. Ça, je pense quand même que ça renvoie aussi à des personnalités. Il y a des gens qui sont peut-être plus à l'aise sur des choses qui changent avec beaucoup de surprises tout le temps, qui ont besoin de ça, peut-être à un moment dans leur vie aussi. Il y a des gens qui s'enferment mieux dans un programme extrêmement maîtrisé, comme on trouve dans le culturisme, par exemple, qui se rassurent là-dedans. Des gens qui ont besoin vraiment de se projeter en semaine 32, voilà ce que je ferai. Ouais. Bon, mais hormis ça, c'est quand même pas les mêmes conditions d'entraînement. Après, moi, je pense que je vais être le gentil de la partie, mais je pense qu'en fait, chaque sport a sa difficulté. Et donc, forcément, si toi, t'es vraiment dans ton domaine, tu vas peut-être avec ego te dire que ton sport est le plus compliqué. Alors, je pense que oui, chaque sport a peut-être que certains sports sont un peu plus compliqués que d'autres, mais je pense que, à mon avis, c'est ce que je disais, chaque sport a sa difficulté et donc est compliqué. Donc, moi, de mon point de vue, j'ai pas fait 50 000 sports, mais quand vraiment on se met à fond dans quelque chose, en soi, c'est toujours difficile. Donc, Bon, moi, j'ai tout de suite vu que t'étais un petit mignon, que t'étais un mec sympa. Voilà. Bon, en fait, je le rejoins. Je vais aller vers le mec qui fait plus de 300 au soulevé. Alors, je le rejoins un peu dans le sens où ça dépend le niveau que tu veux viser. Donc, pour moi, un sport, au moment où tu dis que tu veux être un sportif de haut niveau, tu vas avoir la notion de sacrifice. Donc, il va falloir faire des sacrifices de vie qui vont te permettre d'atteindre un niveau bien supérieur. Mais c'est pareil dans le CrossFit, c'est pareil dans l'Aerox. Si tu veux être premier de France ou premier à aller à l'international, tu vas te déchirer. Et tu vas avoir une équipe d'ostéo, tu vas prendre des bains froids, etc. Ouais, tout un suivi, quoi. Et c'est pareil pour moi dans tous les sports. Après, c'est pas les mêmes transferts de force, etc. sur chaque discipline. Mais ça se rejoint à partir du moment où tu veux aller chercher du haut niveau. C'est ça, parce que regarde un mec qui fait de l'Aerox et qui va vraiment... Alors, je prends l'Aerox parce que c'est celui-là, entre guillemets, où je suis actuellement, mais l'Aerox, c'est vraiment si tu veux être le premier, le plus fort, le machin, mais tu dois avoir une prépa de fou quand même, parce que solo, en pro, les charges, les choses comme ça, donc un entraînement, un suivi irréprochable. Moi qui, du coup, fais une compète par expérience, pareil, mon année de compète a été hyper dure par rapport à la diète. Donc, c'est ce que tu disais, la complexité et la difficulté n'est pas du tout la même dans chaque thématique, mais il y en a une. Bon, comme tu dis, en fait, tout dépend de tes objectifs. C'est ça. Et si tu as des objectifs... Alors, je vous cadre, on reste sur le haut niveau. Ok. Dans le haut niveau... Dans le haut niveau, je pense que chaque discipline, tout le monde bosse aussi. Dans toute discipline, il y a son intensité. Voilà, pour atteindre les CrossFit Games que j'ai fait cette année, j'ai mis 8 ans pour arriver à me qualifier aux CrossFit Games. Donc, ça, c'est un premier indicateur qu'on peut relever. À quel moment le haut niveau est accessible? Tu vois, quel volume d'entraînement il va falloir, quelle opposition on va rencontrer, pour moi ça joue. Parce que du coup tu seras peut-être moins obligé de te mettre dans le dur si t'es un naturel, si t'es doué et que t'as pas d'opposition. Je vais prendre un exemple très simple qui n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de se dire là. En judo, si t'es né britannique, tu vas pouvoir faire du haut niveau très facilement. Si t'es né français, dès le niveau interdépartemental, c'est quasiment le tournoi de Paris. Donc en fait, ça joue aussi quand même dans la difficulté. Aujourd'hui en France, faire du haut niveau en force athlétique, c'est de toute façon cadré par des minima. Donc, tu pourrais être tout seul, avec 0 opposition française, on s'en fout. Oui. Les minima sont là. Donc, le haut niveau, il faudra vendre ta mère et ton père si tu veux pouvoir te connecter. C'est obligatoire. En culturisme, le niveau national, je pense, est un petit peu plus jouable qu'il a été par le passé. Au niveau international, tu es tout de suite rappelé à l'ordre. Ouais. C'est vénère. Ouais. Donc on peut se dire que si on se pose sur un niveau international aujourd'hui, est-ce qu'on arrive à faire une différenciation entre ces 4 sports? Moi je connais pas assez certains sports pour donner mon avis du coup. J'essaye de vous presser un peu, j'essaye de vous sortir de la... Au niveau... En fait ça va créer un débat, mais c'est vrai que pour moi la personne qui va pouvoir dire ça, c'est une personne qui a fait les... entre guillemets, qui fait les 4 niveaux. Le plus de thématiques possibles. Parce que moi, ayant fait que une vraiment et qui débute une autre, demain, dans sa thématique, j'en sais foutre rien, tu vois. Genre, ce qui est dur, c'est que... Bon, toi, de toute façon, on sait ce que tu aimes. Oui. Puisque sinon, t'aurais fait autre chose. Donc, du coup, fatalement, c'est quand même moins dur de faire comme un malade ce qu'on aime que quelque chose qu'on aime moyen. Donc, la vie va être dure à donner. N'empêche que, quand on regarde, par exemple, une discipline encore plus morcelée que le fitness, l'athlé. Bon, quand même, on voit qu'il y a quand même moins d'athlètes
Je parle sous contrôle de la communauté, mais rappelez-moi l'ordre en commentaire si je dis une ânnerie, mais j'ai l'impression quand même que c'est plus dur de trouver des mecs ou des nanettes qui courent le 400 ou le 800 que des gens qui font du marathon. Alors pourquoi ? Prédisposition. La notion de prédisposition, Ça dans tout sport ? je suis pas convaincu. Non. Je suis pas convaincu. J'ai regardé des potentiels en force qui ont évolué au fur et à mesure des années. Ils font partie des meilleurs athlètes mondiaux, alors qu'ils avaient même pas la base. Vous les regardez physiquement, vous dites non, jamais. Mais en fait, si. Après, la force, peut-être c'est différent. Mais tu vois, je te prends la muscu, enfin, je te prends le Oui. culturisme. Là, Oui. du coup, t'es niqué dès le départ. Oui. C'est génétique, Oui. point, en fait. Oui. Tu pourras te charger à la mort. On peut même aller dans ce domaine. Charge-toi à la mort si t'as envie. Le mec, facteur génétique, Ouais. te défoncera un mec dans tous les cas. Tu vois. Donc, Oh, c'est un peu vrai sur la force athlétique Bah, aussi. culture, Ouais, aussi. mais alors, je sais pas si c'est contrôlé, j'en sais rien. Tu vois, je suis pas en force athlétique, je suis pas convaincu. Je pense qu'une personne qui se donne les moyens de travailler, même si elle a moins d'aptitude physique qu'une autre, Elle arrivera à plus se raccrocher. ouais. Ah ouais. Tu prends une personne qui a du talent, qui se repose sur ses acquis, et une personne qui va travailler à fond. La personne qui travaillera à Non, mais fond. bien sûr, le talent reste Ouais. un prérequis C'est ça. au niveau Ça, bien de sûr. toute façon. Ouais. Ça, c'est sûr. C'est le travail que tu fourniras qui te permettra d'atteindre le haut niveau Ouais, mais maximal. demain, alors je sais pas si du coup la catégorie dopage y est aussi dans ton milieu, mais du coup, si ça rentre dedans, un mec qui a la génétique, entre guillemets, force, Ouais. plus rajoute ça, est-ce que Et en en plus, c'est soi, répondeur. défonce- Et et ouais, en plus, c'est répondeur au dopage. est-ce que ça défoncera pas justement ce côté facteur travail comme dans chaque thématique? Alors nous, en FFF Force, on est soumis à des contrôles antidopage. Ouais, donc du coup, voilà. Est-ce qu'ils n'arrivent pas à passer les barrières? Est-ce qu'ils, c'est le mystère éternel de notre sport. On le découvrira au fur et à mesure des années, je pense. Mais non, chez nous, c'est contrôlé. Donc, il y a des spécialistes qui viennent contrôler des athlètes. Moi, j'ai mon coach, il est athlète international. Il toque chez lui à 6h du matin Ouais, pour je le sais faire qu'il y a des passer dans sports qui sont comme ça. dans ouais, des bocaux, je- etc. Donc, que je pense que c'est assez contrôlé chez nous. Après, en WPC, etc., il y a d'autres fédérations où c'est beaucoup moins contrôlé et c'est beaucoup plus libre, avec des charges beaucoup plus hautes, du coup. Fatalement. Ouais. Volume d'entraînement, pour essayer de mettre des éléments un petit peu tangibles. Combien de fois tu t'entraînes par semaine, toi ? En ce moment, je suis sur 4. 4 fois par semaine. Ouais, 4 fois par semaine. Combien de temps dure un entraînement ? Moi, vu que j'ai pas mal de blessures, je m'échauffe assez longtemps. Je m'échauffe 1 heure. Ok, Donc, pour bien rentrer, Ah je m'échauffe 1 heure. Des fois, mes séances, c'est pas fait durer 3 heures. ok. Enfin, il y a l'aspect... je regarde beaucoup ce que je fais. Donc, j'ai mon retour caméra et je regarde en même temps. J'essaie de corriger au fur et à mesure de ma séance, d'être focus assez sur mes mouvements. Et j'ai un assez gros volume d'entraînement, vu qu'on cherche à aller chercher des gros objectifs. Donc, très conséquent Ok. en termes de volume. Alors conséquent, mais ramassé sur peu de séances par semaine, par contre. Du Ouais. coup, avec peu de fréquence dans la Ouais. semaine. En fait, c'est des grosses séances, mais sur une... Tu t'entraînes quasiment un ouais. jour sur 2, en fait. C'est ça. Ok. C'est ça. Jour off. Pas de... Bah là, en ce moment, je marche. Parce qu'il faut être au poids. Ah ouais, c'est ça, ouais. Faut, La compétition. Tu maintiens un peu de Ouais. métabolique. Et Ouais. même, je pense que j'inclus beaucoup plus de marche parce qu'en termes de mal de dos, etc., on les sent beaucoup plus. Donc depuis que je marche, j'ai beaucoup moins de douleur, je trouve. Ah, c'est intéressant. Ouais. Ok, donc ça nous donne une idée déjà de ton volume. Toi, quand t'étais à ton prime au culturisme, c'était quoi C'était à 7 jours sur 7. 7 jours sur 7 Tout, Mais ouais. parfois en Toutes les 2 bi-quotidien. semaines, toutes les 2 semaines, ouais. En semaine A, j'avais 1 jour de repos. Semaine B, 0 jour. Ok. Et quand t'étais sur 7 jours d'entraînement, en fait, il y avait combien de jours où il y avait 2 entraînements jour ? Ça dépend. J'étais à 4 à 2 entraînements. Donc, ça veut dire que j'avais cardio le matin et entraînement le soir. Ok. Après, ça dépend quand je découpais au niveau des jambes. Donc environ 18 entraînements par semaine. Voilà, à peu près, ouais. Ok. Déjà, 2 salles, 2 ambiances. Ouais. En bien fonction. Bah, j'étais un peu pareil. Hein. Ouais. Quand j'ai fait ma prépa, c'était pareil. J'ai fait 72 jours sans off. Ouais. En comptant séance de sport d'1h30 et cardio d'1 heure. Et on le sait, c'est un volume quasiment incompressible en fait, parce que t'as du mal à créer les adaptations métaboliques et même nerveuses d'ailleurs, sans passer par ce volume-là, quoi. Ouais. C'est compliqué, hein. CrossFit ? Moi, 5 fois par semaine. Donc 5 fois, mais Les athlètes de haut niveau actuels, ouais, c'est Le top du top aujourd'hui. Du top en élite. ils hein, sont je en parle bi-quotidien élite. aussi, non ? Ils sont en bi-quotidien, voire 3 fois. Moi, quand je Bah, surtout que ce qui est compliqué, c'est que t'as 3 sports à préparer quand même. Oui, c'est ça. Moi, je sais que je suis en Encore quand ils les font pas nager. Moi, je suis en master, hein, donc on diminue un peu le volume pour les masters quand même, parce que il faut Un récupérer. peu de bienveillance Ouais, un peu de bienveillance quand même pour les anciens. pour les gardiens du temps. Moi, je passe à 3 entraînements jour quand je suis vraiment en période de pré-compétition assez importante, comme les French Throwdown ou les Games ou les Wodapalooza là, pour Miami en mars, là, où je vais arriver sur février, où je passerai vraiment à 3 entraînements jour pour séquencer en fait le cardio, l'haltéro, la gym, puis travailler la technique. Voilà, c'est pas
tout le temps intense. Hein. Ouais. Il y a une partie intense, mais après, c'est beaucoup de techniques, de répétitions pour l'haltéro, monter en charge, etc., etc. Mais bon, je priorise aussi énormément les jours de récup. Oui. Les jours de récup sont super importants. Moi, c'est 2 jours stricts de récup par semaine. Mais je pense que la récup est Mais je pense assez que c'est négligée. c'est négligé. Est très négligée, et ce qui fait la plus grosse évolution pour moi. Donc moi je la négligeais pas mal au début, et à un moment t'arrives à un stade où Le tu corps a récupères besoin pas, de se t'arrives à la régénérer. semaine Ouais. et t'es tué quoi. Tu te rends compte que tu Ouais. progresses plus en faisant un peu moins. C'est ça. Moi, j'ai fait l'expérience cette année, là, où, avant de partir au French Rodin à Montpellier, là, j'ai coupé 4 jours. C'est-à-dire, avant la compétition, avant d'aller en finale, j'ai coupé 4 jours. Et je discutais avec des gens de ma catégorie, tout ça. Et t'as fait quoi, toi? Ah, j'ai fait des WOD, mais jusqu'au dernier jour, ouais, je suis au taquet, mais j'ai des courbatures partout. Ils sont déjà pulvérisés, quoi. Ah, ils ont fait leur Alors que compète, toi, t'es frais, avant, t'as toi, coupé t'étais 4 jours, t'as juteux. fait un peu de zone 2, histoire 2 quand même. Et puis, en fait, tu t'aperçois que c'est super bénéfique, quoi. Ouais, bien sûr. Ton corps est remonté, enfin, tout est remonté à 100%, pratiquement. Et en Aerox, on a une idée des Top Gun, combien ils s'entraînent Moi, j'ai un pote à moi Oh, ça doit qui est être pro. Lui, il est à 4-5 par semaine. Ok, donc quand même un volume assez contenu finalement. Ouais. Et Ok. lui, très peu. Parce qu'on aurait pu imaginer que, vu le profil, ça prenne un tournant d'endurance à haute intensité, quoi, sur des volumes type triathlon, quoi. Puis imagine un truc comme ça, quoi. Après, lui, c'est vraiment beaucoup de run. Très peu d'ateliers. Ah ouais. Et là, comme il prépare, je crois qu'il est en pro là pour Madrid. Là, il est vraiment en mode à la chill, quoi. Vraiment chill. Ok. Bon, déjà, ça nous donne une petite idée de ce qu'il faut en termes de volume se mettre dans les gencives. Je fais un dernier tour de table et on finira là-dessus parce que vous avez compris qu'on allait avoir du mal à répondre à cette question. Évidemment, c'est pas tout à fait possible en réalité, mais histoire d'avoir un peu des idées comparatives de ces différents modes de pratique. Combien de temps il faut pour atteindre un niveau international en force athlétique quand on commence? Ça dépend d'où on part. Si on part d'une base transfert, j'ai fait beaucoup de bodybuilding et je veux me transférer vers de la force. Là, on parle au jour d'aujourd'hui. Franchement, c'est chaud. C'est très dur parce qu'on arrive avec des personnes qui ont 7 à 10 ans d'expérience, qui ont nagé dedans depuis que ça existe. Nous ne connaissait pas. Et atteindre leur niveau, ça va être compliqué. Enfin, avec le temps, c'est la notion de sacrifice. Hormis si vous arrêtez de travailler et vous faites que ça de vos journées. Non, mais en admettant que ce soit ça le projet, ou que ce soit, on ait suffisamment de temps, il faut au moins 5 saisons, j'imagine. Oui. Hein, on est d'accord. Ouais. Pour quelqu'un talentueux, Ouais. on coche toutes les cases qu'on a dit tout à l'heure. Hein. Il est talentueux, il s'envoie Pour avoir au moins 5 saisons. international, ça veut dire qu'il piquerait la place du meilleur athlète de France. Donc c'est comme ça, c'est le meilleur qui est envoyé à l'international. Donc la tienne. Donc non, c'est pas la- Bonne chance, les gars. Donc le niveau d'un international, c'est le niveau mondial. Chez nous en France, en termes de force athlétique, les athlètes sont classés top mondial. Donc t'es un athlète, t'es un super athlète. Donc partir de rien et aller chercher le sommet, c'est long. Ouais. C'est long. Ça demande de la discipline, de la régularité, d'avoir une bonne équipe, d'être sérieux au niveau de la diète. Le sommeil est très important et ça pardonnera pas. Culturisme, c'est long. Hein. Très long. Pour moi, culturisme, ça va être ta génétique qui va payer. Encore une fois, attention, on est sur des talents. On est sur quelqu'un qui est prédisposé. Le mec qui mange une carotte, il est déjà affûté. Quoi. Et le mec qui est prédisposé, pour moi, peut t'allumer en l'espace de 2 ans. Enfin, ça dépend où tu vas. Si tu tapes Olympia, là, non. Non, Moi, le très moi, haut je niveau. dirais à peu près 3-4 ans. Ouais, tu vois. Si tu vas vraiment Franchement, sur, 3-4 ans, vraiment sur des gros niveaux Ouais. de Olympia ou quoi, genre du 3-4 ans. Parce que t'as des mecs qui sont vraiment prédisposés de ouf Ouais. là-dessus, qui forcément vont envoyer la sauce. Et moi, j'ai vu des mecs à 2 ans de salle, je regarde leur shape avec, bien sûr, envoyer les produits, je fais OK. Après, oui, Toi, ça t'es fait aussi, pour. j'ai déjà vu des gens aussi avec 2 ans de salle aussi, mais qui faisaient du sport avant. Donc ça aussi, c'est un C'est peu ça. plus rapide. Ça joue aussi. Je Voir pense qu'on que- fait un peu de prépa physique, C'est ça. qu'on déjà des Voilà, repères poids exactement. haltères, tout le Exactement. répertoire gestuel est maîtrisé. T'as trop de facteurs, surtout pour moi, surtout qu'il y a vraiment C'est un ça. point de vue génétique. Ce qui est vrai un peu avec l'Aerox aussi, c'est-à-dire qu'on voit des gens qui aujourd'hui explosent dès leur premier Aerox, ils Oui, font déjà oui, des bien sûr. performances connectées au niveau... Bon, ils viennent quand même du sport. Hein. mais c'est des gens qui ont déjà un généralement, viennent du background sport. d'athlétisme. Ouais, déjà un ou de background. crossfit. un background quoi. Ouais. Moi, je connais des mecs en culturisme qui se sont mis à la muscu, alors qu'à la base, vraiment, c'était des mecs sur le chantier. Ouais, c'est ça. Pareil. Ils ont pris 1 an de muscu, j'ai fait, mais... Moi, Je veux vos exemples en commentaire. Hein. Donnez-nous des exemples de gens qui ont fait des percées comme ça avec des vrais perfs. Par contre, il y a un bouquin qui a été écrit par Ben Bergeron, là, c'est un entraîneur américain qui a
qui a élevé un petit peu Matt Fraser, je crois, un truc comme ça. Et lui, dans son bouquin, il dit 10 000 heures, qui correspond à 10 ans. Ouais, alors c'est une espèce de référence pseudo-scientifique, sociaux des années 90, qui est d'ailleurs très française dans la publi là-dessus. Et ça a été longtemps une des références, même tout sport confondu. Dans les Jeux, aux Jeux Olympiques, on voit que ça a volé en éclats, ça a plein de contre-exemples. Mais c'est possible que pour le coup, en CrossFit, il y a tellement de compétences à acquérir. Ouais, c'est long, que c'est très maturation lente. Hein. Oui, marcher sur les mains. Marcher sur les mains. Marcher sur les mains. Des choses comme ça, c'est super long. Ah, il est probable que ça prenne 10 ans, 10 000 heures. C'est pas impossible. Bon, donnez-nous en commentaire vos idées là-dessus, vos perceptions, ou alors encore mieux, vos exemples, ça nous intéresse. C'est la fin de cet épisode. Si vous êtes resté jusqu'au bout, donnez un petit vote. Dites-nous quel est, à votre avis, le sport où on s'entraîne le plus dur. Peut-être que vous répondrez mieux que nous. On essaiera de les compter. Les gars, ça m'a fait plaisir, ce débat à plusieurs. Je le fais pas souvent, d'être plus deux dans les podcasts. C'était vraiment très cool. J'espère qu'on s'en refera. Pareil, vous nous le dites si vous en voulez plus. On se réinvitera les uns les autres. On demandera après workout de réorganiser une petite table ronde. Ce sera très sympa. En tout cas, si vous voulez les suivre sur les réseaux, ils sont évidemment tous très actifs. On vous met en incruste directement leur compte Instagram et YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font aussi. Puis les gars, je vous donne rendez-vous pour un autre épisode dès qu'on en a l'opportunité avec le pré-workout. C'est ça. Merci à toi en tout cas. Merci à toi, à la prochaine. Merci. Allez, salut tout le monde. Salut. Ciao.